Aujourd'hui, je suis au musée de la Marine à Paris qui vient de rouvrir ses portes après 6 années de travaux. Eh bien, je vous raconte dans Historiquement Vôtre l'histoire de l'expédition de la Pérouse et j'ai rendez-vous maintenant avec Vincent Compredon, le directeur de ce tout nouveau musée de la Marine. Nous sommes là dans la salle des maquettes, la première salle du nouveau parcours du musée national de la Marine. En quelques mots, quels sont les trésors qu'on peut découvrir dans ce musée? Alors il n'y a que des trésors dans le musée, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a près de 1000 œuvres qu'on a choisies une par une, restaurées avec amour et évidemment beaucoup de passion. Et on a organisé cette fois-ci, par rapport au musée que les plus anciens connaissent, tout ce parcours comme un voyage en mer. On a voulu embarquer le visiteur et quoi de mieux de l'embarquer en commençant par les immenses maquettes qu'on appelle des modèles dans un musée. Oui, et celle-là est de la Royale Louis et de 1770. À quoi servent ces maquettes finalement? Elles ont plein de rôles et le rôle était complètement inversé par rapport au XVIIIe siècle, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore de plan papier. Donc les ingénieurs constructeurs fabriquaient une maquette, c'est pour ça qu'on les appelle des modèles, et ensuite on recopiait le modèle à l'échelle une pour en faire un bateau. Et petit à petit, ce rôle-là a évolué. Après, on s'en est servi pour faire de l'instruction des officiers de marine. Là, le Royal Louis, qui est sous nos yeux, qui est sublime, qui fait plus de 5 mètres de long, a été utilisé pour l'instruction des gardes de marine à l'époque. C'était le début de la constitution des corps d'officiers de marine. Et on peut voir, ils jouaient avec les voiles, ils jouaient avec les cordages. Qui sont magnifiques. Voilà. Oui. Ils jouaient aussi avec les canons. On voit Les tous canons, les dont les sabords sont bouches ouverts. sortent des sabords. Ils apprenaient leur métier. Donc il y a les modèles qui servaient à construire des bateaux, il y a des modèles qui servaient à l'instruction, et puis il y avait aussi des modèles de prestige. On voit là dans cette grande vitrine. Qu'on offrait peut-être en... Alors qu'on offrait pas forcément, en tout cas ceux qui sont présentés, là c'est la collection de Napoléon, ça s'appelle la collection Trianon. Oui. Et Napoléon Ier, dans ses rêves et ses projets d'envahir l'Angleterre, s'est fait construire, alors pas en bois simple, il s'est fait construire en ébène. Ces magnifiques maquettes, il y en avait 29. Et avec ça, il imaginait préparer un débarquement en Angleterre. On sait que ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, la collection Napoléon existe encore et on en présente 3 merveilleux modèles ici. Incroyable. Eh bien cet après-midi, c'est un événement marquant de l'histoire de la marine que je vais raconter. Une expédition, une autre expédition, mais un peu comme celle de Napoléon en Angleterre qui n'a plutôt raté, il faut bien dire. C'est celle commandée par Jean-François de la Pérouse sous l'impulsion du roi de France Louis XVI. Une expédition qui ne reviendra jamais. Un mystère qui a toute sa place dans le musée de la Marine où nous nous trouvons cet après-midi. Eh bien, je vous propose ensemble, Vincent Compredon, de rejoindre maintenant la salle qui évoque le sort de cette expédition. On se trouve actuellement devant un buste en marbre de la Pérouse. Je sais que la vie de cet officier de marine vous passionne, vous personnellement. Vous avez été, vous racontez-vous dans un livre, Le voyage en mer, piqué à la Pérouse. Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, la Pérouse? Il représente beaucoup de choses. À titre personnel, c'est un grand officier de marine comme on les rêve. L'homme qui a combattu royalement, l'homme qui s'est bien battu contre les Anglais en particulier. Il était très respecté des Anglais parce que quand il les attaquait, il les laissait partir en leur laissant des vivres et du matériel pour survivre, surtout quand il a fait dans le nord de l'Amérique. Et puis c'est un explorateur, un homme qui a découvert le monde et dans une expédition humaniste non conquérante. Et donc c'est la grande histoire de France. C'est moi qui suis porté par l'histoire maritime de la France, cette fois dans le musée, mais où ma vie personnelle et professionnelle se mélangent un petit peu. Voilà, c'est le symbole, c'est mon héros personnel et c'est le symbole du musée. Parce qu'il y a un mystère, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien sûr, c'est la fin de l'expédition. On entend là les éléments déchaînés autour de nous. Hein, on entend la mer, comme ça, les vagues. Le pauvre la Pérouse n'a pas eu de chance. C'est parce qu'il a un lien avec le musée et avec vous que vous avez souhaité lui donner une place comme ça prépondérante dans le musée de la Marine rénové. Oui, j'ai voulu en faire quelqu'un de particulier et le mettre bien en valeur pour tous nos visiteurs qui ne connaissent pas forcément la Pérouse, même si c'est une histoire que les Français aiment parce qu'il y a un mystère, c'est un homme extraordinaire.
Il y a un mystère derrière dont on ne sait pas qu'est devenu Monsieur de la Pérouse. Il y a cette fameuse phrase dont on dit que Louis Louis XVI. XVI, avant de mourir, aurait dit. Oui, c'est merveilleux, c'est probablement de la légende, parce qu'on ne sait pas ce qu'a pu dire Louis XVI au pied de l'échafaud. Attend des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Ça fait renaître aussi Louis XVI, dont on dit que c'était pas un grand roi géographe, passionné, mais un un roi, grand géographe. un amoureux de la mer. C'est Oui. un homme qui aimait vraiment la marine. C'est le seul qui a voyagé pour aller voir la mer à Cherbourg. Oui, parce qu'en plus, il a appris tout petit au pied d'une maquette. On le voit bébé en train de jouer avec la maquette qui s'appelle l'Artésien. Donc c'est extraordinaire d'imaginer petit. Et voilà, c'est un homme passionné par la géographie, un homme passionné par le siècle des Lumières aussi. Et voilà, il a envoyé sur les traces de James Cook la Pérouse, au nom de la France, découvrir le monde, rencontrer les populations, et puis évidemment, Répandre les idées des Lumières évidemment aussi, répandre bien les sûr. idées des Lumières. Donc c'est une histoire, une très belle histoire de France. Et je trouvais que c'était important que nos visiteurs sachent que nous avons une très belle histoire maritime et navale en France. Nous sommes là devant une vitrine très importante, évidemment, quand on parle de l'expédition de la Pérouse. Il y a des objets qu'on a retrouvés. Est-ce que vous pourriez nous en présenter certains qui ont été retrouvés au large de Vanikoro, justement? Oui, au large de Vanikoro, donc à l'autre bout du monde, dans les îles Salomon. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années avant qu'on retrouve les bateaux de la boussole et de l'astrolabe. Voilà. Ça a commencé avec Dumont d'Urville, bien plus tard, en 1827, on a commencé à récupérer des objets. Et on a dans cette vitrine les objets un peu symboliques de cette histoire incroyable, de ce mystère. Et je vais commencer par la poignée d'épée qui a été retrouvée par un Irlandais dans une île à côté qui s'appelait Tikopia et qui a vu cette poignée d'épée qu'on voit ici, qui est originale, au cou d'un des indigènes. Et à partir de là, il a demandé où est-ce qu'il l'avait trouvé. On a su que c'était à Vanikoro et c'est le point de départ de cette histoire extraordinaire, de ce mystère. Voilà, 1788, il disparaît. On retrouve en 1826 cette épée, ce poignée d'épée. Et puis à partir de là, la France, la constituante, commence à envoyer des expéditions jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je voyais aussi il y a un crâne, là, notamment. C'est le crâne de l'inconnu de Vanikoro. Ah oui, alors ça, c'était extraordinaire. Vous imaginez que depuis 1788, on a retrouvé sous le corail un squelette entier, ce qui est extrêmement rare. Et donc on s'est dit, ça y est, on a retrouvé la Pérouse. Alors pas tout à fait, on a fait des études avec l'IRCGN dans la gendarmerie pour essayer de retrouver l'ADN. Et comme il y a des descendants de la Pérouse, on a comparé, on est à 99,9%. Et il faut 100% pour être sûr. Et donc ce n'est pas la Pérouse. Il est trop jeune, celui-ci. Alors celui-là, par rapport à la Pérouse. Il a été reconstitué Ah bon. par rapport, justement, avec cet inconnu de Vanikoro, qui est aujourd'hui enterré dans le château de Brest, puisque la marine n'abandonne jamais l'un des siens. On lui a fait les honneurs militaires et il est au musée national de la marine à Brest, dans le château. Alors évidemment, sous terre aujourd'hui, mais on en a fait tout un mausolée. Je vois aussi des autres objets très émouvants, j'imagine pour vous, sont des boutons d'uniforme de la marine. Oui, c'est comme ça qu'on a petit à petit retrouvé un peu l'ensemble. D'abord, il y avait beaucoup de choses qu'on a retrouvées sous le corail. Et là, voilà, c'est des boutons d'uniforme. Donc, on a pu resituer qui était mort, qui avait pu atteindre le rivage. Puisqu'en fait, c'est ça le mystère. Qu'est devenu Monsieur de la Pérouse? Qu'est devenu les équipages? Est-ce qu'ils ont pu aller à terre? Est-ce qu'ils ont pu aller chercher du secours? Et où? Et où est-ce qu'ils sont? Et c'est grâce à tous ces objets-là, on voit un pierrier qui est en fait un petit canon qui envoyait des pierres à l'époque pour se défendre. Il y a aussi une pierre d'autel qui montrait qu'on célébrait la religion à bord. Il y a aussi cette pièce en bois historique qui était taillée probablement par l'équipage qui a resté à terre. Voilà, tous ces objets extrêmement émouvants et qui nous aident sur le chemin du mystère qui est loin d'être terminé à mon avis. Non. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en février 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la reconstruction à Brest de la frégate La Boussole, qui a participé, comme on l'a dit, avec l'Astrolabe à l'expédition de la Pérouse. L'objectif, c'est quoi? C'est au fond de l'amarrer sur les bords de la Seine, en face du musée de la Marine, pour raconter son histoire? Alors, c'est un grand projet. La Pérouse, c'est donc un des héros du musée. On raconte son histoire, on raconte le mystère qui passionne les Français. Et quoi de plus beau pour continuer de raconter l'histoire, de reconstituer le bateau que commandait la Pérouse, qu'on veut reconstituer à l'échelle 1 et l'amarrer au pied du musée pour avoir tout un parcours dans le musée et puis au pied du musée sur la Seine, flottant, de voir comment on vivait à cette époque-là, quelle était la vie à bord,
comment vivaient les gens, comment ils combattaient, comment manœuvrait ce bateau-là. Voilà, c'est un grand projet. Et donc lancé par le président de la République. On va attendre maintenant d'ouvrir un peu le musée et on va se lancer dans quelques semaines pour relancer ce magnifique projet. Vincent, on va s'avancer dans le creux de la vague. Vous proposez au public de découvrir un radeau qui contient le kit indispensable à la survie d'un naufragé. Alors, dans ce nécessaire de survie, il y a quoi? Il y a tout ce qu'il faut pour survivre en mer. Aujourd'hui, on a un système de sauvetage très élaboré. D'abord avec la Société nationale de sauvetage en mer, qui peut venir nous chercher un peu dans tous les temps, toutes les conditions. Et le temps que les sauvetages arrivent, eh bien, nous avons ce kit de survie, quoi boire de l'eau, de quoi pêcher, de quoi se diriger, de quoi regonfler le canot de sauvetage, de quoi tirer des fusées de détresse. Ça, c'est les fusées de détresse. Ouais, c'est la balise. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. J'ai navigué dans une énorme tempête en 1979. Qui a fait plusieurs morts d'ailleurs, c'était en mer d'Irlande, et je voyais la nuit des tas de... Je pensais que c'était des ovnis, et en fait c'était des fusées de détresse de gens qui étaient en train de couler dans cette mer-là. Donc j'ai vraiment l'expérience de cette chose-là. Donc quand on est soi-même dans le canot, perdu dans la tempête, comme on l'est là en ce moment, regardez la vague qui nous arrive dessus, on sait qu'on a sous la main de quoi alerter quand on est là. Il y a de la dramamine aussi. Parce qu'on peut imaginer qu'on peut avoir le mal de mer, vous aussi. Même sur la Seine, oui. Alors moi, je l'ai eu au début, mais plus du tout maintenant. Après une vie de marin, on l'a plus. Il y a de quoi soigner, il y a de quoi se défendre contre les requins. Le mal de mer part au fil du temps. Il faut combien d'années pour qu'il disparaisse? Parfois quelques jours, simplement, pour juste que l'oreille interne se réhabitue. Et ensuite, on part, on peut partir des mois. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a vivre en autarcie. Et puis il y a le manuel. Les requins et le manuel de survie pour ceux qui contre un requin. Oui, parce qu'il peut en mer, c'est plein de dangers, bien sûr. Il y a un harpon pour que je puisse. Non, mais il y a des hameçons. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on essaye un jour de partir dans la tempête. On devrait. On peut essayer de partir ensemble. Je vous emmène volontiers. Et je vous donnerai du mercalme pour que vous n'ayez pas le mal de mer. Vincent Compredon, nous continuons à avancer dans cette nef en quelque sorte, parce que ça ressemble vraiment à un bateau, ce musée de la marine. Hein. Oui, quand on regarde le plafond, on peut imaginer que c'est le fond d'un bateau avec de chaque côté. En fait, on a voulu redonner toute la majestuosité à ce bâtiment de 1878, lui donner de la puissance et puis aussi de la lumière. Toutes les fenêtres étaient murées et donc on a tout ouvert pour faire un musée ouvert sur le monde, ouvert sur tous les publics et surtout ouvert sur toute la grande histoire maritime et navale de la France. Alors là, vous parlez de puissance et de gloire, on y est là, avec autour de nous, il y a d'immenses figures de proue qui ornaient les navires de la marine française. J'ai reconnu Henri IV, là c'est Napoléon. C'est pas rien quand même. Celui-ci ornait le Iéna, c'est ça? Oui, un bâtiment exactement, le Iéna, qui est un énorme bâtiment français à 3 ponts. Mais le but c'est quoi? C'est de faire peur aux ennemis quand ils voient comme ça en figure de proue Napoléon? Non, c'est représenter un peu le pouvoir, la force du pouvoir politique qui montrait sa puissance à l'ennemi. Alors évidemment, ça ne faisait pas peur à l'ennemi, mais c'était une façon de montrer que le pouvoir en place donner de l'importance à la marine, et si les bateaux allaient combattre, c'était bien au nom, et justement avec des sculptures de cette dimension. C'est très politique aussi, parce qu'on est sous la monarchie de Juillet, si je ne m'abuse, dans les années 1830, et Louis-Philippe veut se mettre dans la poche les bonapartistes. Voilà, Louis-Philippe a fait beaucoup de choses d'ailleurs pour essayer de réconcilier un peu les Français après ces années révolutionnaires, et voilà, il le fait avec cette magistrale figure de proue de Napoléon. Elle est extrêmement puissante, extrêmement imposante. Moi, c'est un petit peu mon objet préféré, même si je les aime tous. Vous vivez avec lui depuis très longtemps, c'est ça? Oui, objet, alors ça c'est l'histoire, c'est une petite personnelle, histoire, mais une histoire plus personnelle. L'histoire de la marine est faite d'histoires personnelles. Elle était dans le hall de l'école du commissariat de la marine quand j'étais à l'école à Toulon en 1983. Je l'aimais déjà beaucoup. J'étais président de promotion, donc je me souviens avoir fait des photos un peu dans la même posture que lui. Et puis j'arrive au musée, il est là. Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas. Mais je l'aime beaucoup et j'invite tous nos visiteurs à venir la voir. De toute façon, ils ne peuvent pas la manquer. Alors, il y a un autre objet moi, qui m'attire, c'est la poupe de la Réal, évidemment. Parce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est en bois doré. Alors, il était totalement rénové depuis Louis XIV. On a fait une rénovation de fond.
Oui. totalement en bois doré. On a repris toute l'histoire, elle est très imposante et elle était non pas à la proue mais à la poupe À la poupe, oui, à la de poupe la de la galère Réal. de la Réal et elle représente Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil. On voit le roi au milieu sous Apollon qui inonde le monde de son soleil, de son pouvoir et de sa puissance à travers les 4 saisons avec des petites statues de tous les côtés qui l'entourent finalement de sa force. Voilà, on imagine Louis XIV. Alors je ne suis pas sûr qu'il soit allé très souvent dans une galère. Hein. Oui. Oui, les galériens, je pense que c'est moins drôle. Les Et je bons ne suis petits pas certain oui. que Louis XIV ait embarqué. Oh non, je pense pas non plus. 2023, c'est l'année de la réouverture du musée de la Marine. Mais avant d'en parler, je voulais qu'on parle de 1748, l'année où tout commence. Pourquoi c'est une date clé dans l'histoire du musée de la Marine? Ah, c'est une très belle histoire. C'est au temps de Louis XV. Et il y a à l'époque des ingénieurs constructeurs qui commencent à élaborer la science de la construction navale. Et il y a un certain ingénieur qui est un homme assez extraordinaire qui s'intéresse à tout, qui est un biologiste au départ, qui s'appelle Duhamel du Monceau et qui téléphone à Louis XV et lui dit: Sire, je vous échange ma collection de maquettes contre une place au Louvre. Je pense que ces maquettes doivent être montrées, ces modèles donc doivent être montrés au grand public. Et je propose de faire ça. Et c'est comme ça, c'est le début de l'histoire du musée de la Marine. Une première salle au Louvre. Il est resté jusqu'en 1943. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'objets. Beaucoup d'objets de la Révolution qui ont été confisqués, les objets des immigrés. Et puis petit à petit, le musée s'est enrichi d'un tas d'objets, comme cette magnifique réale de Louis XIV. Et Louis XV a accepté. Et donc, c'était le père fondateur. Pour nous, il est très important, Louis XV, qui n'est pas un grand homme de mer, mais en tout cas, il était important. Il a créé le musée de la Marine. Il a commandé les vues des ports de France à Joseph Oui, Vernet. alors, ce qui est drôle, il y a un oculus. Il faut que décrive ça aux auditeurs. Donc, nous sommes sous la poupe de la Réal. D'un côté, vous avez Napoléon, vous avez Henri IV, Charlemagne. Enfin bon. Et puis, vous avez donc cet oculus qui permet de regarder vers l'étage inférieur. Et à l'étage inférieur, on aperçoit donc de grands tableaux d'histoire, mais de l'histoire maritime de la France. Ouais, de l'histoire navale. C'est Louis XV qui s'est jamais déplacé dans un port, qui voulait voir comment étaient ces ports et montrer la puissance maritime de la France. Et puis ça permet de faire le lien. Bien sûr, il faut le dire parce que c'est du Joseph Vernet, grand peintre, à qui Louis XV avait commandé des tableaux qui représentaient les ports de France. Il en a commandé 25. Et donc on a tous ces tableaux qui sont là. C'est une collection de 13 tableaux, n'est-ce pas? Alors c'est une collection de 13 tableaux, mais en fait il y en a 15 en tout. Il y en a 2 qui sont conservés au Louvre pour montrer justement la peinture d'une époque, et le Louvre voulait les garder pour bien montrer cette époque de la peinture. Nous avons la chance d'en avoir 13. Ils ont été totalement restaurés. Ils n'avaient jamais été aussi bien restaurés depuis Louis XV. Et on découvre ces ports, c'est extraordinaire. Parce qu'on y voit pas seulement la vie maritime, mais on y voit la vie portuaire, on y voit la composition sociale, les métiers, la façon d'entretenir les bateaux. On est dedans. Voilà, on est dedans. C'est la vie du port. Ouais, c'est la vie, tout à fait. La vie du port qu'on aperçoit sur chacun des tableaux, c'est tout à fait extraordinaire. Vincent Compredo, le musée national de la Marine a donc rouvert ses portes il y a quelques semaines, après 6 ans de fermeture. Il y a un appel d'air incroyable, il y a énormément de visiteurs qui s'y pressent. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux visiteurs petits et grands? Parce que je sais qu'il y a des visites pour les plus petits aussi. On a aperçu quelques bambins qui, en admiration, regarder les maquettes avec émerveillement. En fait, ce qu'on voit depuis que les visiteurs sont là, c'est ouvert depuis le 17 novembre, c'est l'émerveillement, mais des petits, des moyens et des grands. On a fabriqué un musée pour tous. Et moi, j'adore me promener. Je fais un peu comme Louis XI, vous savez, quand il se promenait sans dire qu'il était roi. Dans la foule, déguisé. Voilà, regarder les gens, interroger les pères et les mères de famille. Est-ce que ça intéresse vos enfants? Et tous me disent d'abord l'émerveillement. On a fait un musée avec des pièces anciennes qui sont magnifiques, mais tournées vers aujourd'hui et demain, avec des tas de dispositifs didactiques pour les enfants, pour les adultes, des jeux, pour donner du sens et essayer de montrer que la mer est essentielle, que la mer est l'avenir de l'humanité, à partir du beau. C'est une des premières choses que j'ai voulu en faisant le musée, le beau
Et je crois que c'est beau quand je regarde les yeux émerveillés des visiteurs. Et alors, qu'est-ce que les nostalgiques parce qu'il y a toujours des nostalgiques du musée d'avant. Vous savez, ceux qui viennent pour vérifier que vous n'avez pas trahi l'esprit des lieux. Alors ceux-là, ils m'ont posé plein de problèmes pendant des années. Et en fait, en reprenant la grande majorité des œuvres qu'il y avait avant, ils se retrouvent dans le musée. Mais c'était un vrai défi, garder l'âme de ce musée de Louis XV. Il ne s'agissait pas de refaire un nouveau musée sans penser à avant. Il s'agissait de rentrer dans la tradition historique. Mais c'est un tournant historique depuis Louis XV. Faire un musée ancien d'un musée d'avenir, tourné vers l'avenir, vers les sujets d'aujourd'hui et de demain, dans cette dynamique passé, présent, avenir. Voilà, c'est nouveau, c'est un musée de nouvelle génération, un musée du XXIe siècle. Enfin, la France a son grand musée maritime. Merci beaucoup, Vincent Compredon, de nous avoir accueillis cet après-midi au musée de la Marine de Paris.